Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Comment faire du numérique un véritable outil pédagogique? Peut-on tous avoir accès au numérique à l'école? C'est notre question du jour, on en parle dans un instant. Une semaine après sa sortie, quelles sont les retombées du film Les Secpas? Certains profs dénoncent un film plein de clichés sur cette section souvent dévalorisée. C'est le cas de Rachid Zerouki, alias Rachid d'Instit sur Twitter. Il sera avec nous dans quelques instants. Enfin, ce sera l'heure de Souvenir d'écolier. Cette semaine, Malika Bénard reçoit Sandra Lou. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'actu en bref avec l'excellent Mickaël Dorian. Mickaël, alors l'éducation, Emmanuel Macron souhaite en faire un axe clé de son nouveau quinquennat, mais les syndicats restent perplexes. Oui, et à ce sujet, le chef de l'État veut lancer rapidement une large concertation sur l'ensemble du territoire avec les acteurs locaux. Sauf que pour Sophie Vénétité du SNES-FSU, qui était avec nous hier dans le Grand JT, elle prévient le gouvernement du risque de reproduire les échecs du quinquennat précédent. Il y a comme un air de déjà-vu pour elle, citant pour exemple le Grenelle de l'éducation qui avait, selon elle, donné lieu à des réunions, mais que finalement rien n'avait avancé. Dans le reste de l'actualité, y a-t-il eu des cas de triche dernièrement au concours des écoles de commerce? Alors que depuis l'épidémie de Covid-19 et pour des raisons économiques, les écoles de commerce font passer désormais leur concours à distance. Plusieurs témoignages font état ces derniers jours de cas de triche. Aujourd'hui, les organisateurs répondent que oui, il y a eu des cas de fraude, mais de façon très marginale. Ils mettent en avant les outils de surveillance à distance qui permettent de traquer les resquilleurs et de les bannir des concours à venir. Plusieurs élèves et parents s'étaient inquiétés de la perte de valeur de ces concours. Autre examen, celui du bac, alors qu'on entre dans la période des révisions. Et s'il y a bien une épreuve qui fait stresser les élèves, c'est celle du grand oral, coefficient 10. Les élèves tirent au sort un sujet et doivent argumenter pendant 5 minutes avant de répondre aux questions du jury. Johanna Cohen est prof de théâtre en banlieue parisienne. Elle propose des cours d'éloquence en guise de préparation. Elle était interrogée ce mercredi sur Europe 1. Quand on passe un examen, on joue un personnage. J'incite tous ces jeunes-là à travailler les textes, l'articulation, les exercices de corps. On a aussi un travail avec un stylo. On coince un stylo dans la bouche et on essaye de surarticuler. Ça aidera à la bonne prononciation, à la bonne élocution après pour un texte. Voilà, le grand oral du bac, c'est dans 2 mois, mais attention, les premières épreuves, celles de spécialité, démarrent dans 2 semaines. Il est temps de s'y mettre. Oui, justement, à propos des spécialités, les élèves de seconde sont appelés en ce moment à choisir les leurs pour l'année prochaine. Oui, et parmi les choix proposés, coup de projecteur sur la spécialité NSI, numérique et sciences informatiques. Son objectif est de préparer au métier du numérique. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en ligne sur son site internet un reportage complet pour découvrir cette spécialité. En voici un extrait. Donc vous ouvrez Internet Explorer, enfin peu importe, vous ouvrez un navigateur. En NSI, on vient apprendre à connaître tous les procédés qui sont derrière en fait des outils que les élèves utilisent quotidiennement, leur téléphone portable, leur ordinateur, leur tablette. On va faire plutôt des exercices concrets plutôt qu'un cours papier-crayon, donc on va apprendre en pratiquant. Je trouve ça très intéressant, on apprend les bases sur le code et tout ce qui est la base de l'informatique avec les systèmes d'exploitation, même les composants. Ce que j'aime dans ce cours, c'est le fait qu'on fasse des trucs interactifs, comme par exemple on a fait un site web, où on a aussi fait des programmes, mais par rapport à des dessins. On a programmé notre dessin qui ensuite s'est animé. Le reportage complet est à retrouver sur le site et les réseaux sociaux du ministère de l'Éducation nationale. Oui, numérique, c'est l'objet du jour, de la question du jour, avec le lancement des territoires numériques éducatifs à Marseille aujourd'hui. Alors, mardi, Jean-Michel Blanquer et son homologue québécois ont annoncé un partenariat entre des écoles québécoises et des écoles françaises. 3 écoles françaises vont s'associer à 3 écoles québécoises dans le but de permettre aux enseignants et aux élèves de bénéficier des meilleures pratiques pédagogiques françaises et québécoises. Les élèves pourront notamment faire des appels entre classes et mener des projets pédagogiques conjoints. Un système de correspondance sera également instauré afin de permettre les échanges culturels. Et puis Virginie, School TV va également se mettre à l'heure québécoise puisque vendredi, on vous proposera une journée spéciale. C'est bien de faire, on pourrait faire la semaine ou le mois carrément à Québec.
moi du on Québec adorerait. avec du sirop d'érable et des Voilà, pancakes. on va en parler à nos patrons. On termine avec un rapport de l'UNESCO sur les résultats des filles en maths. Ce rapport annuel de l'UNESCO consacré au genre a analysé des données issues d'écoles primaires et secondaires de 120 pays. Les résultats indiquent qu'au début de la scolarité, les garçons obtiennent de meilleurs résultats que les filles en mathématiques, mais que cet écart finit toutefois par disparaître. Cette analyse confirme que l'écart en matière d'apprentissage se résorbe et dans certains pays, la tendance s'est même inversée. À titre d'exemple, durant les 8 années de scolarité, les filles devancent les garçons en mathématiques au Cambodge, au Congo, en Malaisie et aux Philippines. Merci beaucoup, Mickaël. Alors, comment rendre le numérique utile à l'école? C'est notre question du jour, on en parle tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Bruno Desroux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur territorial Île-de-France du réseau Canopé. Exactement. Merci d'être là. J'accueille également Bruno Devauchel. Bonjour. Vous êtes par Skype. Merci d'être là également. Vous êtes pédagogue, auteur de Inverser la classe. Donc on a longtemps parlé de classe inversée, on va pouvoir redire ce que c'est, mais on va parler surtout du numérique aujourd'hui. Mickaël Dorian qui est avec nous sur le plateau, évidemment, journaliste sur le Grand JT de l'Éducation. On parle aujourd'hui effectivement de numérique, notamment de lancement des territoires numériques éducatifs à Marseille. Car c'est aujourd'hui porté par le réseau Canopé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement ce lancement des territoires numériques éducatifs? Ça en dit très long. C'est même la pire des questions. En une phrase, la réponse. Et vous me l'avez demandé en une phrase. Évidemment. C'est une concentration de moyens, de partenariats, de matériel, d'équipement et d'usage qui nous permettent vraiment d'aller à l'essentiel pour faire levier dans l'éducation, pour essayer de réduire la fracture numérique. Voilà. Fracture numérique que vous constatez depuis combien de temps? Qu'on a constaté peut-être de toute éternité dans l'éducation, mais qu'on a senti très accentué, si vous voulez, donc réellement comme un problème de justice sociale, et notamment dans les 2 premiers territoires qu'on avait choisis. Et ça tombait bien, parce que j'étais directeur territorial des Hauts-de-France quand on l'a lancé, donc j'avais l'Aisne dans mon patrimoine, si j'ose dire. Il y a l'Aisne et Val d'Oise, c'est ça? Et le Val d'Oise, et maintenant donc en Île-de-France, d'avoir vu. Mais c'était très bien choisi, ces 2 départements démonstrateurs, parce qu'on avait là l'accentuation du problème du manque d'équipement, d'accès évidemment au numérique en milieu rural, et on avait la même chose, le problème évidemment intimement lié à l'urbanisation dense, aux banlieues, etc., et dont le Val d'Oise pouvait être absolument un archétype. Voilà. Alors, dans ces territoires justement numériques éducatifs, il s'agit donc d'innover, diversifier les modalités d'enseignement dans le numérique, vous l'avez dit. Donc, innover, premièrement. Innover dans quel sens? C'est-à-dire innover sur la proposition des outils en question, ou innover sur la pédagogie, ou sur les qualités d'enseignement? Innover sur quoi? Si je vous réponds une nouvelle fois tout ça, là, imaginez que c'est une réalité. Quand j'arrive dans un magasin avec vous, vous me dites tout aussi ou pas? Oui, mais après j'essaie de le justifier d'être un bon vendeur. C'est-à-dire, et le bon vendeur ici, c'est de croire sincèrement que tout ça se posait à la fois. La commande, quand elle nous est arrivée en 2020, si vous voulez, c'est dans le département de l'Aisne, donc l'atelier Canopé était une petite structure, donc il a fallu très vite penser en synergie comment on allait avancer. Car c'est absolument ça, c'est l'innovation, évidemment, c'est l'innovation pédagogique, c'est un levier, c'est clair. Mais cette innovation repose sur quoi? Lors du débat de la School Academy, quand j'étais venu à votre inauguration, justement, M. Devauchel avait bien posé avec d'autres partenaires qu'il y avait une inégalité d'équipement des enseignants. Évidemment, encore plus vrai dans les familles, pour les élèves. Donc, très clairement, comment pouvait-on pallier cela? Donc, et à partir de là, bien évidemment, en faire un levier pour la transformation des pratiques pédagogiques, pour évidemment la possibilité de mettre fin à cette fracture, le fait que des élèves disposent de matériel tout en respectant les données RGPD, etc. Donc, il n'y avait que des défis à relever, si vous voulez. Oui. Et la réponse ne pouvait être évidemment, l'innovation était une résultante, mais c'était le travail en collaboration qui était forcément l'outil majeur. Alors évidemment, comme vous le dites, se pose la question des inégalités, parce que inégalité d'accès tout simplement au réseau, inégalité d'accès aux outils en question. Bruno Devauchel, c'est quand même un spectre extrêmement large. Comment combattre ces inégalités tout en se disant que l'innovation permet justement d'arriver à l'égalité de l'apprentissage? Alors, en amont de l'équipement, qui est évidemment la première
la première des questions qui se pose pour réduire la fracture, il y a surtout une analyse des territoires dans lesquels cela se déploie. C'est pour ça que c'est très intéressant. Il se trouve que j'ai participé avec l'équipe de recherche à laquelle j'appartiens à l'évaluation dans l'Aisne de la première vague de territoire numérique éducatif, et on voit bien que, si vous voulez, pour réduire la fracture, l'affaire est complexe. Complexe pourquoi? Parce que toutes les écoles ne sont pas... Alors nous, on a travaillé sur l'école primaire principalement. Oui. Toutes les écoles n'en sont pas au même niveau, tous les enseignants n'en sont pas au même niveau, je dirais, de niveau d'innovation, pour reprendre le terme employé tout à l'heure. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est d'agir sur plusieurs leviers en même temps. Le levier, évidemment, de l'équipement, le levier de la formation, c'est clair, le levier des ressources, c'est clair aussi, et aussi le levier des familles. Parce qu'une des questions qui s'est posée lors du confinement, ça a été bien sûr les conditions de vie des familles. Si en école primaire, les choses se sont souvent arrangées localement, nous l'avons vu à Soissons, nous l'avons vu à Saint-Quentin, on l'a vu dans beaucoup de communes, ça ne s'est pas toujours résolu de la même façon dès lors que les parents n'étaient plus, je dirais, en contact avec l'école. Dans les collèges en particulier, ça a posé d'autres problèmes qu'on a pu constater, comme dans les lycées, qui est qu'effectivement, il y a des très grandes disparités territoriales et il y a aussi une réalité d'une fracture qui a été peu évoquée avant le confinement, qui est, je dirais, la fracture pédagogique, c'est-à-dire le fait que des parents ont des difficultés à accompagner la scolarité de leurs enfants, tout simplement. Et donc, ils ne sont pas au courant, ils ont du mal à comprendre, et donc, indépendamment du numérique, c'est aussi le problème que pose, je dirais, le numérique à la maison, c'est que, tout comme la classe inversée d'ailleurs, c'est que à la maison, accompagner ses enfants n'est pas toujours aussi simple qu'on le pense. Oui, non, mais d'autant plus que les parents n'ont pas forcément eux-mêmes accès, en fait, tout simplement au numérique, parce qu'ils ne sont pas confrontés au quotidien, parce que leur travail, leur métier ne leur permet pas ou ne l'impose pas. Et donc, comment fait-on pour pouvoir faire comprendre justement déjà aux familles, à ces parents, que l'innovation va permettre un meilleur apprentissage et peut-être une meilleure communication aussi au sein même des familles, des parents, des élèves et de tout le personnel éducatif? En rebond peut-être, si oui, vous permettez. Bien sûr. Et ça complète évidemment la réponse à la question que vous venez de poser, mais totalement, j'approuve ce que vient de dire M. Devauchel. C'est-à-dire que très clairement, quand je vous disais tout à l'heure que c'est une réponse en même temps, obligatoirement à tous ces niveaux-là. Il y a eu quand même un travail préparatoire inattendu qui a été évidemment le confinement. Et qui a mis encore plus à jour les inégalités, bien évidemment, mais bizarrement aussi qui a préparé les esprits à essayer d'accepter des solutions numériques pour essayer de pallier la situation qu'on vivait. Donc ça a préparé un peu les esprits à ça, ce qui ne veut pas dire que ça résolvait le problème. Mais il y a eu la nécessité de repenser, par exemple, la place des parents, donc une espèce de coparentalité ou de e-parentalité, mais de travailler avec les parents réellement. Donc ça a été le travail qu'on fait à une association, la Trousse à Projet, avec laquelle on travaillait beaucoup. Donc vraiment, et on doit encore développer ces partenariats, mais c'est très fortement, on ne pourra pas tirer sur un bout de la chaîne si tout ne vient pas en même temps. Évidemment. C'est pour ça que je vous le disais. Alors, quand vous disiez ça, je me suis dit, en fait, si on n'avait pas eu cette pandémie, si on n'avait pas eu le Covid, on ne se serait pas posé la question, finalement, de l'innovation à ce moment précis, à la fin, quand même, pratiquement, du mandat, du premier mandat d'Emmanuel Macron et donc de Jean-Michel Blanquer. On serait peut-être, si posé la question de l'innovation, mais on ne l'aurait pas formulé dans ces termes, on serait posé encore plus fortement, et on se l'est posé, la question des inégalités. Car quand on n'avait pas accès au numérique, c'était des enfants dans la nature, c'était des enfants pas suivis, etc. Ça accentue les inégalités. Donc le fait de vouloir utiliser le numérique ne pouvait être qu'une réflexion sur la place du numérique à l'intérieur de, je sais pas comment dire, du fait de pallier les carences d'injustice sociale. Voilà, enfin les carences, non, le constat de l'injustice sociale. Vous faites le même constat, Bruno Devauchel ? Oui, on fait le même constat. Simplement, il faut resituer la question de l'innovation telle que vous l'avez posée. En effet, on a tendance à penser que l'innovation peut résoudre les choses. Si ça avait été le cas, on aurait depuis, je dirais, 2000, le premier CNIRS, qui était le premier Conseil national de l'innovation, puis le deuxième créé en 2012, on aurait probablement avancé largement. Mais il y a d'autres problématiques qui sont peut-être plus compliquées qu'on ne le pense, en particulier dans ce
ce qu'on appelle la coéducation, qui est l'association des parents avec l'école. Et il est vrai que dans le quinquennat qui vient de se produire, on a commencé d'abord par mettre de côté, je dirais, le numérique comme presque, je dirais, comme un outil ordinaire. On en a fait un outil spécifique, on a créé un enseignement en classe de seconde, on a créé une filière en première terminale, on a créé un CAPES, mais en même temps, le ministre était très en retrait sur ces questions-là, et en particulier, il avait arrêté ce qu'avait initié M. Hollande en 2015, qui était le plan d'équipement des élèves. Or, ce plan d'équipement des élèves était un plan qui visait justement à réduire cette fracture. Il se trouve que c'est d'abord le confinement qui a révélé effectivement, non pas qu'elle n'existait pas, non pas qu'on ne la connaissait pas, mais on n'en avait pas conscience parce que quand l'école se fait en présence, tout le monde considère que ça fonctionne. Et on n'a pas forcément besoin même de voir un lien supplémentaire entre les familles et l'école. C'est dès lors qu'il n'y a plus ce lien physique entre l'enfant et l'école, voire entre la famille et l'école encore que, eh bien c'est à ce moment-là qu'on se dit il faut faire quelque chose. Et c'est là qui est intéressant, c'est que beaucoup d'enseignants ont en fait innové au sens, je dirais, le plus simple du terme, le plus pratique du terme, à commencer par l'utilisation du téléphone pour appeler les familles. On a beaucoup de témoignages, j'ai mené quelques enquêtes sur ce point-là, et d'autres l'ont fait aussi. Et on a vu que beaucoup d'enseignants ont tenté de garder le lien, et c'est peut-être cette première innovation. Ils avaient eu très peur dans les années 2010 lorsqu'on a fait apparaître ce qu'on appelle le cahier de texte électronique, qui était le passage de ce fameux cahier de texte papier à la forme numérique. Et lorsqu'on l'a fait passer, on a cru qu'il y avait un problème, que les parents viendraient mettre leur nez dans le travail des enseignants, mais pas du tout. Au contraire même, il s'agit d'un lien renforcé, et je pense que, pour en avoir eu pas mal de témoignages d'enseignants, lorsque le confinement est arrivé, eh bien, ce fameux logiciel de cahier de texte qui est intégré à l'environnement numérique de travail ou au logiciel de vie scolaire, ce fameux cahier de texte a finalement été un des grands moyens de liaison auxquels les enseignants ont ajouté, bien évidemment, une personnalisation au travers d'abord du téléphone et puis des outils qui étaient à leur disposition, sachant qu'il y a eu malgré tout des ajustements à faire pour des raisons techniques que l'on connaît bien. Alors le lien entre les parents et les familles, effectivement, notamment dans cette pandémie, effectivement c'est le premier argument et on le comprend très bien, l'avantage du numérique. Mais l'avantage du numérique, vous le disiez au tout début de notre échange, est bien plus important que ça. C'est l'innovation aussi sur effectivement les compétences et la manière d'enseigner, la manière d'apprendre aussi. C'est la répétition qui se fait, j'imagine, pour des élèves par exemple en mathématiques qui doivent refaire la division euclidienne 200 fois. Complètement, et c'est très bien parce que vous me donnez l'exemple de ce qu'on veut faire dans le Val d'Oise, on est en mouvement. Prenez-moi. Ça a été un peu lent, oui, mais c'est vrai que, par exemple, ce qu'on veut faire dans le Val d'Oise, là on développe, dans le cadre des TNE, tout un plan sur ce qui est maternel et numérique. Et ça nous paraît justement important, parce que plus ça commence jeune, plus on a l'idée que les inégalités, on va pouvoir y toucher à la racine. Et donc, ça comprendra à l'intérieur, évidemment, maths, français, ce qu'on appelle aussi un travail sur les constellations, c'est-à-dire travailler en synergie, c'est-à-dire de ne pas négliger un angle, quel qu'il soit. Et le numérique n'est jamais qu'un outil derrière ça, bien évidemment. C'est un levier pour changer les pratiques, pour accélérer le changement de pratique, bien évidemment, mais ça peut être une bonne occasion. Alors les sous, parlons-en des sous, c'est l'argent, parce que l'argent est où? Qui va payer tout ça? Moi j'ai lu un chiffre, je ne sais pas s'il est vrai, 171 millions d'euros qui sont proposés pour les 10 prochains nouveaux territoires numériques éducatifs, c'est ça? En tout cas, c'est sûrement l'ordre de grandeur, je n'ai pas en tête, mais c'est ce genre de chiffres en effet, c'est-à-dire qu'imaginez l'ampleur de l'équipement qu'il faut, évidemment, dans les familles, bien sûr, les élèves, les enseignants, etc. Tout ce qui pourrait faire qu'on ne pose plus le problème déjà de l'inégalité matérielle. Rien que ça, c'est énorme. Mais après, la mission est bien plus large que ça. Il y a la mise à disposition. Vous savez, on ne pense jamais au droit d'auteur. Mais le droit d'auteur et le droit de la propriété, c'est souvent quelque chose de très bloquant. Très souvent pour ça qu'on ne pouvait pas mettre les travaux des enseignants sur les sites académiques, parce que très souvent, ce n'était pas libéré de droit. Et là, le rôle de Canopé, par exemple, notre travail
d'anciens éditeurs, si j'ose dire, Oui. aujourd'hui évidemment d'éditeurs qui intègrent le numérique dans ses pratiques pour éditer. Donc on a une vraie réflexion sur la libération des droits. Rien que ça, ce sont des sommes énormes. Et je ne vous parle que sous l'angle canopé, mais ça concerne évidemment tous les partenaires. Non, mais... On a besoin, bien évidemment, imaginez, le budget ne me paraît pas colossal par rapport, si vous voulez, aux enjeux. Moi non plus, d'autant plus que l'enjeu, c'est quand même de pouvoir équiper finalement tous les enfants et donc toutes les classes, Absolument. les enseignements publics et privés. Bruno De Vauchel, une réaction par rapport à ça? Oui, alors, il faut resituer un certain nombre de choses. Dans ce qu'on a vu, d'abord, les deux premiers territoires, donc l'Aisne et le Val d'Oise, ont été financés entièrement par l'État, par le ministère. Alors que dans les 10 autres territoires, il y a un cofinancement entre le département, les communes et l'État. Donc c'est déjà un point important. Deuxième fait, il ne s'agit pas effectivement de donner... Pardon, je réagis au premier argument, parce que je sais qu'il y a une distinction entre le primaire, le secondaire, c'est-à-dire le collège et les lycées, en fonction des départements et des régions. Donc est-ce qu'il y a un investissement différent en fonction, effectivement, si c'est un équipement dans le primaire, on est sur les départements, si c'est par exemple le lycée, est-ce qu'on est sur le rectorat ou les régions? Alors, globalement, ce qu'on a vu dans les documents, moi je suis intervenu par exemple pour l'Isère il n'y a pas très longtemps, lorsqu'ils ont travaillé à la mise en place, et puis j'ai vu un peu les tableaux de financement qui sont prévus et qui circulent actuellement. On peut dire que ce sont les départements uniquement qui vont prendre en charge les choses, peut-être avec les communes pour le primaire dans certains cas. Mais il va y avoir un accord, ce sont plutôt les départements qui sont au pilotage en face du ministère à 50-50. Mais je voudrais revenir sur un point qui est important, que vous avez évoqué, c'est que le choix qui a été fait n'est pas le choix d'un équipement par personne, par élève. Parce que ça coûterait beaucoup plus cher. Le plan Hollande avait été abandonné, il coûtait très cher. Pour avoir fait des études sur d'autres plans, dont celui des Landes par exemple, les coûts sont encore plus élevés dès lors que vous attribuez, ou celui de l'Île-de-France tout simplement, lorsque vous attribuez une machine à chaque élève, il y a un coût très important. Forcément. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un deuxième plan il y a une autre réflexion qui est menée au ministère qui s'appelle SNEE, c'est-à-dire le socle numérique d'équipement des établissements. En fait, on se rend bien compte que fournir à tous les élèves, à toutes les familles, un ordinateur portable ou une tablette est, je dirais, aujourd'hui pas faisable, n'est économiquement pas faisable. En tout cas, au vu de ce qui est avancé actuellement. Par contre, ce qui est faisable, c'est d'avoir ce qu'ils appellent un socle numérique, qui est un minimum d'équipement par établissement, permettant de pallier à toutes les situations, sachant que nous sommes revenus en présentiel, sachant que le distanciel ne serait qu'occasionnel et que donc on n'est pas dans la situation où on voudrait accepter l'idée que les enfants les jeunes aient un ordinateur personnel, en particulier à l'école primaire ou une tablette, ni au collège. On a des cas dans les lycées, dans les lycées c'est le cas du Grand Est, c'est le cas de l'Île-de-France, nous avons le cas aussi en collège depuis très longtemps dans les Landes, on l'a vu aussi dans le passé dans les Bouches-du-Rhône. Il y a donc un certain nombre de collectivités qui se sont lancées là-dessus. Mais pour l'instant, TNE, et dans ce que nous avons vu et de ce que nous avons observé, c'est d'abord permettre aux établissements scolaires de mieux remplir leur mission si jamais il y avait d'autres soucis de confinement ou autres problèmes, et de mieux aussi développer le numérique dans l'établissement. C'est-à-dire qu'il y a une complexité dans le projet TNE, et en même temps, il y a probablement, mais ça c'est les acteurs qui nous le disent, on est très content d'avoir du matériel, on est très content d'avoir des ressources, cependant, évidemment, on est toujours, c'est le verre à la moitié vide et le verre à la moitié plein. Donc il faut être prudent pour l'instant, d'autant plus que ce que nous avons observé sur le terrain, dans l'Aisne en particulier, c'est qu'il y avait des très grandes disparités parce que les moyens ne correspondent pas à un équipement massif de tous et au même niveau, mais une très grande disparité. Ce qui a amené, et notre collègue a dû y participer aussi, à des commissions, je dirais, de répartition qui permettent d'essayer justement de compenser.
Alors, est-ce qu'on va vers des établissements qui vont l'utiliser davantage? Est-ce qu'on va vers des établissements qui sont prioritaires? C'est toute la question des choix. Puisqu'on ne peut pas arroser, entre guillemets, tout le monde, on essaye de faire des choix qui soient le plus équitables possible en vue de répondre à la question de la fracture numérique. Surtout que c'est quand même très compliqué de savoir qui est prioritaire ou pas. Hein. L'arbitrage du prioritaire, c'est quand même délicat. Oui, mais en rebondissant, si vous permettez, simplement sur ce que vient de dire M. Devauchel, mais pour aller aussi dans son sens. Mais au début, dans les 2 départements démonstrateurs, on a distribué largement les tablettes. Au contraire, donc il y avait l'idée qui était encore prégnante de distribuer à chaque élève. Mais ça n'a jamais fait l'économie d'une réflexion sur, et ça me paraît très vertueux en revanche, ça a été le fait que toutes les instances chargées bien évidemment de dispatcher la formation, de réduire ces inégalités, etc., ont dû travailler ensemble. Et nous étions quand même dans un système très vertical dans lequel chacun travaillait de son côté. Et là, il y a une obligation vertueuse, parce que justement, il n'y a pas de matériel peut-être pour tout le monde, etc., mais en tout cas, de trouver les usages les plus adéquats, donc de réfléchir ensemble. Et là, la co-construction n'est pas un mot. Il a fallu travailler. Alors, Mickaël, et ensuite, on va parler de la formation justement des enseignants sur le numérique. Oui, alors justement, parce qu'il faut des sous, mais il faut aussi des enseignants volontaires pour accompagner les élèves dans cette démarche. Est-ce que vous, dans votre quotidien, Bruno Desroux, est-ce que vous rencontrez des enseignants réfractaires, par exemple, à ces avancées-là ? Il faudrait s'expliquer sur le thème réfractaire. Vous sentez le bienveillant en moi qui a toujours du mal à employer ces termes-là. Mais oui, on en avait parlé lors du débat justement qui lançait votre School Academy. C'était l'idée, bien évidemment, qu'il y a toujours peur de l'outil. Bon, ça, c'est très clair. Ça reste quelque chose de fort. Et c'est un des objectifs de territoire numérique éducatif, c'est d'essayer, bien sûr, par la bienveillance, la confiance, la prise en main, etc., de montrer la formation, au sens fort du mot, bien évidemment qu'on peut pallier cela. Il reste bien évidemment beaucoup de collègues qui ont soit cette peur de l'outil, soit le fait que dans les écoles, ça reste encore inégalement équipé. Donc, ils avaient signalé cette inégalité. Mais un des rôles de Canopé, c'est justement la formation des enseignants. On ne prétend pas à nous seuls, et ça répond à ce que je viens de vous dire, mais c'est à nous seuls réduire la fracture numérique. Mais on peut évidemment travailler collectivement, notamment, peut-être ce qu'on n'a pas encore dit, avec l'apparition des écoles académiques de formation continue. Elles ont peut-être leurs limites, mais elles ont vraiment des vertus. Et ces vertus, c'est justement désormais, vous savez, beaucoup d'enseignants suivaient les formations prescrites. Donc, très réellement. Dans le cadre des EAFC, le fait que le numérique et tout ce qui est bâti dans le cadre de nos territoires numériques soit prescrit, inscrit au plan de formation, etc., nous donne des possibilités. Ce n'est pas forcément du volontariat, mais ça nous donnera bien évidemment des ouvertures fortes sur le fait que l'institution se concentre autour de, justement, comment en finir avec cette peur du numérique. C'est un travail de longue haleine. Alors justement, Bruno Devauchel, comment réagissent les professeurs qui sont déjà exsangues avec ces 2 ans de pandémie, qui sont fatigués avec des salaires qui sont vraiment en deçà de ce qui devrait être, avec beaucoup de revendications à droite à gauche qui sont assez lourdes. Comment acceptent-ils justement ces nouvelles formations, et notamment dans le numérique? Est-ce que pour eux c'est une avancée? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est encore du temps qui doit être pris encore une fois sur leur quotidien et qui devient lourd en fait? Alors, il faut essayer de regarder l'histoire du numérique éducatif. Moi, il se trouve que je suis un vieux combattant, donc j'ai commencé avec le plan informatique pour tous. Il y a toujours eu des vagues de formation très importantes. Le problème, c'est qui allait dans ces formations et comment ces formations collaient aux réalités de terrain. Et en fait, quand vous posez la question sur les réfractaires, par exemple, ils sont extrêmement peu nombreux à être totalement réfractaires. Il y a effectivement un courant idéologique qui s'oppose au numérique dans l'école, mais il est extrêmement minoritaire. La quasi-totalité des enseignants est équipée à titre personnel, alors sur leur propre denier, il faut bien le reconnaître. Oui, est équipée, petite nuance. Et c'est beaucoup formé en auto-formation et en co-formation. Les enquêtes le prouvent, les enquêtes faites par le ministère, d'ailleurs prophétiques, montrent bien que le premier levier de formation, c'est la proximité. La proximité. Et c'est là qu'on le voyait avec Canopé avant même que ne se développent les écoles académiques, avec des interventions en intra-établissement, en proximité des besoins. Et puis, il ne faut pas oublier non plus le rôle des personnels qui, ce qu'on appelle les ERUN dans le primaire, les RUPN dans le secondaire,
secondaire, qui sont des enseignants qui bénéficient de moyens, alors pas très importants, mais pour accompagner leurs collègues. On voit bien qu'il y a toute une chaîne à créer, une chaîne vertueuse, et Canopé, avec la nouvelle, je dirais, mouture de leur contrat d'objectif, est inscrit dans cette nouvelle stratégie qui est une continuité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une rupture entre la formation où on va et la formation que l'on vit au quotidien. L'idée, c'est d'avoir une vraie continuité. Parfait. Bah, écoutez, la continuité, en tout cas, elle est guidée là. Hein. Vous n'avez plus le choix. Hein. Non, mais on ne veut pas l'avoir. C'est ça. La voie est tracée. Bruno Desroux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes directeur territorial Île-de-France du réseau Canapé, et également Bruno Devauchel, qui est pédagogue. Vous êtes également auteur d'un livre qui s'appelle Inverser la classe. La classe inversée, on en reparlera une autre fois. Dites-moi. Je vais juste ajouter, très vite, hein. Je suis aussi auteur d'un autre ouvrage qui s'appelle Éduquer avec le numérique, qui couvre l'ensemble du spectre, puisque il est paru en même temps pour la 2e édition. Voilà. Qui correspond encore mieux effectivement à la conversation. Vous avez bien raison. Merci. Merci mille fois d'avoir été avec nous et de nous faire avancer le débat sur cette question du numérique à l'école. Restez avec nous, on se retrouve juste après la pub. En plateau, des profs, des élus, des parents et bien évidemment des élèves. Vous avez la parole. Chaque jour dans le MAG, je compte sur vous. En compagnie de spécialistes et d'invités, je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT de l'éducation. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève. Elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt sur School TV. De retour sur le plateau du Grand JT, nous sommes avec Rachid Zerouki. Bonjour Rachid. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Mais je suis ravie, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur en SECPA. On rappelle ce que c'est qu'une SECPA, c'est une section d'enseignement général et professionnel adaptée. Le 22 avril dernier, donc il y a très peu de temps, il y a une semaine, est sorti le film Les SECPA au cinéma. Cela fait des mois que la sortie de ce film fait polémique dans les deux sens, à la fois très attendu et à la fois contesté. On vous avait d'ailleurs reçu sur ce plateau. C'était une discussion passionnante, c'était les tout débuts de School TV. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que maintenant que le film est sorti, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, est-ce que vous l'avez vu déjà? Non, pour être honnête, je n'ai pas vu le film. Après, j'ai eu beaucoup de retours me disant que certaines scènes de la série sur YouTube ont été réutilisées, retournées en fait de la même manière dans le film. Donc, je pense que la série sur YouTube que je connais très bien depuis quelques années donne une idée assez fidèle du film, puisque les mêmes scènes, les mêmes ressorts humoristiques sont réutilisés. Alors, si c'était que des ressorts humoristiques, à la limite, bon, on part tous sur des clichés pour être sur des ressorts humoristiques, mais là, vous dites clairement, en tout cas vous le disiez quand vous êtes venu sur ce plateau il y a quelques mois, qu'on était dans le cliché de la SECPA. Est-ce que vos positions ont changé? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment le cliché de l'élève bête, entre guillemets, de l'élève aussi violent, de l'élève qui a besoin d'un professeur forcément autoritariste
pour le gérer. Dans la série sur YouTube, et c'est une scène qui a été reprise dans le film, vous avez un professeur qui frappe une élève pour lui apprendre ce que sont les droits de l'homme. Donc, il lui montre la droite, il lui montre l'homme lui-même et il lui met un coup de poing. Donc, il y a l'image désastreuse que ça renvoie des élèves. Et il y a aussi des ressorts quand même qui relèvent aussi du sexisme et d'autres problématiques de ce genre, de la violence faite aux femmes. Mais alors, évidemment, se pose le problème de l'humour. C'est-à-dire que jusqu'où on peut aller lorsqu'on parle effectivement de choses graves. Ça peut être de religion, ça peut être de racisme, ça peut être de clichés comme celui sur les SECPA. À quel moment, en fait, la barrière est franchie? Est-ce que vous pensez que ça... Enfin, quel est l'impact, selon vous, en fait, sur les jeunes, ce film? Alors, déjà, pour commencer, au niveau de l'impact, je le mesure assez facilement. Parce que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Moi, dès que je suis arrivé en SECPA, on m'a parlé de cette série, en fait, avant même que j'arrive, pour être honnête. Lorsque j'ai annoncé que j'allais en SECPA, on m'a dit, est-ce que tu sais où tu mets les pieds? Tu devrais regarder cette série. Bon, c'est sur le ton de l'humour, mais ça donne une image pour te préparer. Donc, la série sur YouTube, elle fait des millions de vues. Et les gens connaissent beaucoup plus la série que la section d'enseignement général et professionnel adaptée dans laquelle je suis. Et pour vous donner une idée des retombées, des conséquences que peuvent avoir ce type de production, l'autre jour, c'était un carrossier, pour lui demander s'il pouvait bien prendre un de mes élèves en stage. Donc, un monsieur très sympathique, on m'avait donné son numéro de téléphone. Car il faut J'avais le rappeler, mon élève à côté. Je fais juste une parenthèse, il faut rappeler qu'effectivement, les élèves qui sont en SECPA entre la 6e et la 3e, effectivement, ont un stage à faire pendant leurs études. Oui, je vous en prie. Exactement, merci de rappeler. Plus de stages, en fait, que la voie générale, puisqu'on a 3 stages en 4e, 3 stages en 3e. C'est une voie quand même professionnalisante. Donc, voilà, j'appelle ce monsieur avec mon élève juste à côté. On parle, il me demande des précisions sur mon élève. Je lui dis que, voilà, il est dans une SECPA. Et là, il se met à rigoler. Il me dit, ah, j'espère qu'il n'est pas comme ceux de la série sur YouTube. Bon, ça n'a pas eu de conséquences parce qu'il a donné une chance à mon élève pour lui montrer que non, il n'était pas comme les gens de la série. Mais si on regarde bien dans cette situation, mon élève a eu un obstacle supplémentaire par rapport à un autre jeune qui demanderait un stage du fait de la série. Là, il s'agissait d'un stage. Qu'est-ce qu'il en sera au moment de demander un emploi? Voilà, ça donne, je pense, une image très négative. Alors oui, c'est je pense, de l'humour. Moi, je ne pense pas que les gens qui ont fait ce film l'ont fait par malveillance. Je ne pense pas. Non, sans doute non. Mais est-ce que vous savez s'ils ont compris les critiques qui ont été faites justement à l'égard de ce film? On parle entre autres des réalisateurs Hakim et Ali Bougueraba. Je ne pense pas que les critiques aient été comprises. En tout cas, je n'ai pas vu dans la presse une réponse par rapport à ces critiques-là. Voilà, je pense que même s'il n'y a pas de malveillance, il aurait pu quand même y avoir une prise en compte de ces problématiques-là et puis peut-être une réaction en disant voilà, oui, on a fait ce film, on a rigolé, mais on tient à dire que les SECPA sont des jeunes tout à fait comme les autres qui sont doués de raison et qui ont leur talent. Je n'ai pas trop vu. Bon, alors justement, écoutez, moi je vous propose, Rachid Zerouki, puisqu'on est ensemble, c'est le but. Ok, on a parlé des clichés, on parle du point de départ qui est le film, la sortie de ce film, bien entendu, mais finalement, et puis les clichés font toujours, sont des points de départ de nombreux films, peu importe ce qu'on en pense. L'essentiel est de revenir vraiment, finalement, au SECPA et à ce que sont les SECPA. Et déjà, j'aimerais que vous me redisiez votre engagement à vous. Comment vous êtes arrivé justement au SECPA? À quel moment vous avez voulu aller dans cette direction-là? Moi, je ne vais pas vous mentir, je suis arrivé par hasard. Je suis arrivé tout à fait par hasard parce que j'étais débutant. Ouais. J'étais passé par l'INSPE, comme tout le monde. Je suis arrivé, j'ai fait ma première année de titularisation. Et vous savez, quand vous débarquez dans le métier, on vous propose soit un poste de remplaçant, soit un poste qu'on appelle fractionné. Vous êtes un jour là, un jour là. Moi, je suis quelqu'un de très mal organisé. Si vous me donnez un poste fractionné, il peut arriver que j'aille à l'école du lundi le mardi. Donc, je voulais à peu près éviter ça. Je voulais un poste à temps plein.
Donc ça, pas de problème. Les postes à temps plein que vous pouvez avoir quand vous débutez, il n'y en a pas 10 000. La SECPA en faisait partie. C'était un poste qui partait à 0 point. En fait, à 0 point, ça veut dire qu'on mettait des gens par défaut. Moi, j'ai vu ça, donc je suis allé, j'ai demandé ce poste-là. Je me suis dit, bon, ça risque d'être dur, peut-être déplaisant. Donc vous-même, en fait, vous êtes parti dans des clichés. Vous-même, vous aviez peur, en fait, avant même d'y arriver. On m'a fait peur. On m'a fait peur avant d'y aller. Quand j'ai annoncé que j'allais partir en SECPA, on m'a dit, ouais, n'oublie pas de prendre un gilet pare-balles. Je me rends compte que tout ce qu'on m'avait dit, tout ce que j'imaginais, était complètement faux. J'ai pris un plaisir énorme à enseigner en SECPA. J'ai fait des rencontres exceptionnelles. J'ai eu la chance d'enseigner à des élèves qui m'ont donné envie d'y aller. Et je pense qu'un juste retour des choses de ma part, c'est de lutter pour montrer la réalité et pour dire l'intelligence et les vertus humaines que j'ai trouvées chez mes élèves dans cette section-là. Mais bien sûr, des vertus humaines évidemment énormes. Et notamment, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Quelle est la leçon finalement de vie qu'on peut tirer de l'enseignement en SECPA? Je dirais, c'est une leçon qu'on peut trouver dans plein d'autres domaines, qui est qu'il faut vraiment s'éloigner un peu des clichés et donner peu d'importance à la vie d'experts autoproclamés qui parlent sans vraiment connaître la situation. Et de voir par soi-même, en fait. De voir par soi-même et de surtout ne pas juger les gens sur leur réussite ou leurs difficultés scolaires. Ne pas présager de leur intelligence, entre guillemets. L'intelligence n'a rien à faire dans l'école. Ce n'est pas une mesure qu'on doit utiliser. Et voilà, je pense qu'on gagnerait vraiment à donner leur chance à ces jeunes parce qu'ils sont capables de faire plein de choses. Rachid Zerouki, vous nous disiez vous-même, il y a quelques secondes, qu'en arrivant en SECPA, vous aviez vous-même des a priori sur cette filière. Est-ce que finalement, les clichés, les a priori, ils ne viennent pas d'un manque de connaissance finalement de cette filière, du fait qu'on n'en parle pas suffisamment assez et du coup, j'ai envie de vous ramener sur un autre point de vue. Est-ce que la sortie du film, est-ce que la série, c'est pas une façon finalement de parler des SECPA? Déjà, je suis complètement d'accord avec vous, Michael, sur le fait qu'on ne parle pas assez des SECPA et de toutes sortes de filières de l'école inclusive. Je pense que le premier endroit où on devrait parler davantage des SECPA, c'est à l'INSPE. C'est là où on forme les enseignants. Moi, j'arrive en SECPA, je n'ai jamais entendu parler des SECPA dans ma formation. Il y a un problème. Il y a un problème, d'autant plus que ce sont des jeunes qui ont besoin de l'institution scolaire plus que n'importe quel autre jeune. Ce sont des jeunes qui se reposent sur l'école, qui n'ont pas forcément un capital à utiliser par ailleurs. Et donc, parlons-en déjà dans la formation des enseignants. Ensuite, est-ce qu'il peut y avoir un effet un peu kiss cool par rapport au film? Peut-être. J'ai de l'espoir par rapport à ça parce qu'il y a énormément de personnes, d'enseignants, d'élèves qui se sont levés pour dire la réalité des choses. Maintenant, il y a aussi, ça dépend aussi du nombre d'entrées que va faire ce film. Si c'est un carton, on aura beau parler de la réalité de la SECPA, il va y avoir des millions de personnes qui auront vu cette image-là et qui calculeront un peu leurs idées sur ce qu'ils ont vu. Vous savez, j'ai aussi eu un message d'une maman d'élève sur Instagram qui m'a envoyé un message pour me dire, moi, mon fils, il a été orienté, on m'a proposé une orientation en SECPA. J'ai le droit de refuser ou d'accepter. La SECPA, elle me dit, ce sont des effectifs réduits, ce sont des professionnels mieux formés. Il y a 16 élèves maximum, c'est ça, par classe? Tout à fait, 16 élèves maximum par classe. Vous avez des professeurs qui doivent passer un concours supplémentaire, le KPI. Donc, ils sont vraiment sensibilisés sur ces questions de grandes difficultés scolaires. Vous avez plus de stages, un projet individuel de formation. Elle me dit, j'ai envie de mettre mon enfant là-dedans. Je ne vois pas quel argument m'en empêcherait. Mais je viens de voir la série sur YouTube, je viens de voir la bande-annonce et j'ai peur qu'on colle sur mon enfant l'étiquette du débile, en fait. Du débile qui n'est capable de rien. Et parce qu'elle avait peur
de cette étiquette, elle était finalement prête, je ne connais pas l'issue de la situation, mais elle était prête à dire non à cette orientation. Voilà, c'est ça que je trouve dommage. Après, encore une fois, bien sûr, vous avez raison. Ça peut avoir finalement un impact positif d'en parler, de toute façon, oui. Mais c'est vrai que c'est valable pour tous les thèmes de manière générale. Tous les avis sont à prendre et après, il faut réfléchir sur la question. Mais c'est vrai que vous êtes très engagé, par exemple, sur Twitter, très suivi aussi. Et donc, vous donnez une image différente. C'est la dernière question, parce qu'évidemment, le temps presse. Mais quelles sont vos sources de motivation et quels sont les 2 ou 3 tips, astuces pour pouvoir justement motiver les élèves et surtout leur donner confiance en eux? Parce que vous me l'avez dit la dernière fois, pourquoi on est nul? Vous a dit un jour un élève, pourquoi on est nul? Alors qu'en fait, personne n'est nul. C'était l'image qu'il avait, lui, en arrivant. Oui, oui, tout à fait. C'est l'image qu'il a eu en arrivant. C'est l'image qu'ils ont, en fait, généralement en arrivant, parce que ce sont des élèves qui, s'ils se sont retrouvés là, c'est parce qu'ils ont connu énormément d'échecs et parce qu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas tout à fait adaptés à l'institution scolaire. Donc, il y a forcément quelque chose de l'ordre du manque de confiance. Et le principal conseil que j'ai, c'est vraiment cibler l'ennemi. Et l'ennemi, c'est le manque de confiance. À partir du moment où on développe ce manque de confiance à travers des petites réussites, en insistant sur les points forts, sur les atouts des élèves, et ça ne passe pas que par des mots, il faut que ce soit des actes. Il faut mener les élèves à expérimenter des réussites. Et là, ils vont se défaire de ce sentiment d'impuissance apprise et se remettre sur le chemin de l'apprentissage. Alors, quelles sont mes motivations? Sincèrement, ce sont les élèves eux-mêmes. Moi, je passe d'excellents moments avec mes élèves parce que ce sont des jeunes que vous suivez lorsque vous êtes enseignant en SECPA de la 6e à la 3e. Autant vous dire que ça crée des liens. Il ne peut pas en être autrement. On l'imagine. On l'imagine. Merci 1000 fois, Rachid Zerouki, d'avoir été avec nous. J'espère que vous viendrez en plateau la prochaine fois pour qu'on développe davantage ce sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est celui des SECPA, qu'on en parle un peu plus, qu'on rentre un peu plus dans le détail, à la fois technique, de l'apprentissage, des compétences, de tout ce que vous apportez à côté, et peut-être avec d'autres collègues à vous. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Quelle est la ville déjà dans laquelle vous enseignez, Rachid ? Je suis à Marseille. À Marseille, voilà. Et ben, on vous embrasse, on embrasse les Marseillais. Je vous fais une petite Michel Drucker comme ça. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, c'est l'heure de Souvenirs d'écoliers. Cette semaine, Malika Ménard reçoit Sandra Lou. La comédienne lui a confié son envie au départ de devenir orthophoniste. Regardez. Une de tes passions dans ta jeunesse, c'est la musique. Oui. Tu as même monté un groupe. Ouais, dis donc bien renseigné. Ouais. Tu joues du piano. Et avec le groupe, c'était Eternal Destiny. Oui, putain, ce nom. Ouais. En fait, à l'époque, il y avait les Spice Girls. J'étais à fond derrière les filles. Ouais. Je voulais absolument un groupe de filles, sauf qu'on ne faisait pas du tout le même genre de musique. C'était très français, c'était avec beaucoup d'erreurs, mais j'étais contente parce que je composais tout. Donc j'avais tous les mercredis et tous les samedis, on se retrouvait dans le garage de ma grand-mère et j'avais composé toute la semaine des chansons. Et je disais à mes copines, bon bah alors voilà, toi sur la partie piano, ce sera ça avec moi, sur la partie basse, tu feras ça, la guitare, ce sera ça. Et tout était fait sur le synthé, tu vois, mais derrière, elle devait reproduire les choses. Et j'étais déjà très dirigiste. J'allais dire, tu avais l'air d'être le chef. Oui, leader. Alors, tu fais ça. Mais c'était génial. Tu étais la chanteuse, d'ailleurs, du coup. Oui, alors j'étais la chanteuse. Et puis, comme je faisais la star. Ouais, alors, je me suis jamais vue comme ça. Mais effectivement, aussi jeune que j'étais, j'avais besoin de lumière. Voilà, c'est ça. Mais ça, je ne l'ai pas compris tout de suite, tu vois. C'est avec le temps que je me suis dit, mais en fait, même quand tu avais 14 ans, tu étais déjà... parce que j'avais mon groupe et on jouait partout, tu vois. Même au collège. Je jouais dans mon collège, on faisait des petits concerts. Mais où dans le collège? À quelle occasion? À la cantine. Quoi? Au réfectoire. Ouais, j'avais le droit de faire des petits concerts. Mais c'était autorisé par la direction? Écoute, oui, alors justement, mon proviseur, qui donc m'avait engueulé quand j'ai tapé le jeune homme, derrière m'a dit, écoute, comme tu fais de la musique, si tu as envie d'en faire, tu peux le faire de temps en temps. Donc, aller 1 à 2 fois par an, on faisait un petit concert à Noël et à en fin d'année.
Et c'était bien reçu? Voilà quoi. Non, parce qu'il faut y aller, il faut être courageuse. Surtout, tu disais être timide. Donc, c'est pour ça, moi, je suis pleine d'ambiguïté comme ça, et de paradoxes plutôt. Et oui, j'ai fait ça toute ma vie. Et c'est vrai que là, sur la musique au collège, quand tu sais que tu as des gens qui te regardent un peu étrangement, que tu vas te mettre en avant, donc encore plus te regarder étrangement, mais j'y allais quand même. C'était peut-être un défi pour moi. Je pense que c'était un challenge. Ouais. Donc, animatrice, comédienne. Est-ce que enfant, il y avait un autre métier qui te faisait rêver? Quand tu te projetais adulte, qu'est-ce que tu te voyais faire? Ouais, je voulais être orthophoniste. Ah oui. Rien à voir. Par rapport à ta sœur que tu as vu galérer? Bien vu. J'ai vu tellement ma sœur souffrir que je me suis dit, quand je voyais l'orthophoniste qui l'aidait et qui lui apportait énormément, à un moment donné, quand j'ai cherché mon orientation, je me suis dit, ok, mais ça serait super pour moi. Et j'étais partie pour le faire. Hein. Vraiment, j'avais passé mon concours que j'ai raté à très peu de place, mais je l'ai raté. Et donc, je suis partie en psychologie à la place, le temps de combler, si tu veux, l'année de manque avant de repasser mon concours. Et entre-temps, je me suis fait happer par le milieu de la télé et on m'a fait passer le casting de la première série que j'ai faite. Et après, je n'ai plus jamais... C'était quoi la première série? Le Groupe, en France 2. Et du coup, je n'ai jamais pu continuer mes études. Et j'ai fait que de la télé depuis 20 ans. Donc, tu sais, c'est bizarre parce que c'est quand même un métier que j'avais envie de faire pour de vrai. Tu sais, souvent, tu sais pas ce que tu veux faire quand t'es petit. Mais là, c'était bien réfléchi dans ta tête. Et là, je savais. Moi, je voulais faire comme la nana qui avait aidé ma sœur. Ouais. Mais du coup, c'est, on va dire, une vocation qui t'est venue dès que tu as vu ta sœur aller chez l'orthophoniste ou plus tard, au moment où tu as passé ton bac, etc. Non, j'ai commencé à comprendre que c'était un chouette métier quand ma sœur a commencé à y aller. Donc, je devais avoir justement entre 14 et 15 ans. Et puis après, arrivé au bac, je me suis dit... oui, c'était assez clair. Puis je détestais les maths, donc comme ça, c'était réglé. Il n'y avait pas de maths, tu t'étais renseignée, c'était bon? Non, il n'y en avait pas. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Sandra Lou, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, à demain. Et tout de suite, c'est l'heure du Zap sur School TV. Juste rajouter par rapport à la proposition qui a été plébiscitée sur l'engagement civique et citoyen, etc. Alors, moi, je fais partie d'une génération qui a eu 1h30 d'éducation civique par mois, fait par un prof d'histoire géo qui n'avait pas le temps et qui consistait à expliquer comment fonctionnait notre système démocratique. Autant vous dire que ça a été assez compliqué. Ce que je remarque là, aujourd'hui, c'est que, par exemple... avec la discussion qui est engagée par Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui est de dire « élisez-moi Premier ministre ». Tout le monde a dit « mais qu'est-ce que c'est que cette phrase ?» etc. Beaucoup de gens ont découvert, des gens de ma génération, ont découvert ce qu'était la cohabitation. Ouais. Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut avoir un gouvernement qui cohabite avec un autre parti? Comment est-ce que, en quoi les législatives sont un réel contre-pouvoir là-dedans? Et je trouve que ce qui est intéressant avec la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est de pouvoir assez simplement, pour beaucoup de gens, ça paraît assez évident, de réexpliquer comment fonctionne l'Assemblée nationale et comment est-ce qu'elle est un réel contre-pouvoir. Elle peut l'être, en tout cas, face à un président qui a été élu un petit peu par dépit, on va pas se mentir. Et donc je pense que c'est cette demande qui est assez importante, en tout cas qui est assez présente chez les jeunes, de dire réexpliquer comment fonctionnent nos institutions, en quoi cette éducation civique, citoyenne peut être importante et pas récupérée politiquement, simplement instruite et expérimentée. Elle permettra aussi de redynamiser nos institutions telles qu'elles sont aujourd'hui. Oana Patru est avec nous sur ce plateau, finaliste du prix Margaret dans la catégorie Junior Europe, 18 ans, et développeuse de FaceFind. C'est quoi cette application? Alors, quelque chose me dit que vous aimez bien le cinéma, les séries. J'aime bien les séries, oui, effectivement. Alors, FaceFind, c'est une application qui a pour but, en fait, de reconnaître nos acteurs et actrices préférés. C'est qui votre acteur préféré? Mon acteur préféré? Ou votre actrice, comme vous préférez? Charlie Hunnam. Charlie Hunnam. Il joue dans quoi? Sons of Anarchy. Sons of Anarchy. Je comprends. Allez-y, je vous en prie. Mais donc, l'idée m'est venue en fait pendant le confinement, parce que je regardais beaucoup de séries avec ma mère. Et je reconnaissais certains acteurs, mais je savais plus d'où, et ça m'énervait un petit peu. Et je dis à maman, je me retourne vers elle et je lui dis, il y a quelque chose à faire ici. Et elle me regarde et me fait, fais ma fille, fais, je crois en toi. Et donc, au fur et à mesure, comme les cours n'étaient pas forcément maintenus, je me suis penchée sur l'idée et j'ai essayé de créer mon idée. Et alors, c'est quoi essayer de créer son idée? Parce que c'est une chose d'avoir l'idée, c'est autre chose de la mettre en œuvre. Dites-nous tout. C'est un processus qui est assez compliqué parce que j'avais l'idée, mais au départ, je ne savais pas comment le formuler. J'essayais de pitcher un petit peu à ma mère, mais elle me disait, il y a quelque chose, mais il faut que tu pousses ta recherche, ton idée est bien, mais il faut que tu arrives à faire quelque chose de concret.
Et donc, au fur et à mesure, je travaillais sur mon idée le soir, je rentrais des cours, pendant le confinement. Et j'ai réussi à la mettre en forme. Et j'ai découvert un site web qui s'appelle Figma, où on peut créer en fait une maquette de notre application. Et donc, je passais mes soirs à essayer c'est du no-code, en fait. Du coup, j'essayais de faire les différentes pages en passant par des différents boutons. J'essayais un petit peu de visualiser tout ça. Et puis, j'ai eu vent du concours des Margaret Junior. Et au départ, je me suis dit, je vais peut-être pas candidater parce que... Je suis pas forcément prête. Voilà, exactement. Je me suis dit, j'ai qu'une maquette. Pourquoi candidater ? Et puis, ma mère m'a poussée. Et elle a eu raison. Trouble du spectre de l'autisme. Qui dit spectre dit qu'il y a une grande variété de situations. On citait d'ailleurs, là encore au début de l'émission, plein d'indices qui peuvent être révélateurs d'un TSA chez Léo. Oui. Mais est-ce qu'on peut souffrir de TSA et ne pas être diagnostiqué, ne pas être identifié ? Les gens autour de soi vont juste dire cet enfant est bizarre. Oui, aujourd'hui, il y a des TSA, des personnes avec le trouble du spectre de l'autisme qui ne sont pas diagnostiquées, tout à fait. Ça peut être compensé par notamment d'autres compétences et ça peut passer inaperçu. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave que ça passe inaperçu ? Il faudrait demander aux personnes qui sont directement concernées. Ouais. Maintenant, je ne pense pas que ce soit grave que ça passe inaperçu. Par contre, je pense que le fait... Je pensais plus à ce que je dirais que ce ne soit pas pris en charge. Ah voilà, c'est ça. Oui, pardon, ma question était mal formulée. Oui, voilà, que ça grave non, mais que ça passe inaperçu. Effectivement, la prise en charge, elle est de plus en plus tardive si c'est pas pris en charge, si c'est pas diagnostiqué tôt. Ça veut dire quoi en réalité que le mode de représentation de cette démocratie, une démocratie représentative, le suffrage universel fût-il direct, c'est plus le mode d'engagement politique qui est le bon pour toi, Caroa ? Je pense que c'est pas forcément le suffrage qui est à revoir, mais plutôt le moyen de voter, ou alors la méthode de voter. Parce qu'on a bien vu qu'il y avait un désintérêt total au niveau de ces élections, même au niveau des élections régionales. Et je pense que c'est aussi par rapport à la facilité, ou plutôt la non-facilité de voter. Et donc c'est pour ça qu'il y a, je pense, d'autres méthodes pour voter, notamment par le vote électronique. Et je pense que ça serait une vraie méthode pour faire revenir les jeunes à cet intérêt de l'élection et de ne pas avoir ce taux d'abstention si énorme lors d'une élection présidentielle. Vous êtes spécialiste de ces TSA, ces troubles du spectre de l'autisme, et c'est bien de cela qu'il s'agit quand on parle de Léo. Pourquoi ça vous manquait un livre ? Pourquoi vous aviez besoin d'un livre dans votre pratique ? Oui, alors ce qui manque, ce ne sont pas forcément les livres qui traitent du sujet du trouble du spectre de l'autisme, ça il y en a plein. Ce qui manque, c'est de visibiliser des enfants neuroatypiques, TSA ou autres, sans forcément chercher à expliquer d'un point de vue médical, santé, en décrivant avec beaucoup de descriptions de tous les symptômes. Là, c'est pas forcément ce que j'essaie de faire. C'est de le faire exister, en fait, c'est de le faire exister à la première personne. Léo, il dit « je ». Il parle donc à la première personne du singulier et c'est pas une description de qu'est-ce que c'est que le TSA, qu'est-ce que c'est qu'un enfant neuroatypique, qu'est-ce que c'est qu'être hyper anxieux, hyper sensible. On n'est pas du tout là-dedans. Là, on est dans sa tête à lui, ce qui se passe. Delphine, encourager les femmes du monde entier à créer, innover, à oser, à s'imposer dans le monde du numérique, ça se fait dès le plus jeune âge ? Absolument, ça se fait dès le plus jeune âge. Il faut présenter des rôles modèles, il faut montrer à toutes ces jeunes filles qu'elles peuvent y arriver, qu'il y a d'autres jeunes filles qui y sont parvenues, c'est toutes des ambassadrices, elles portent toutes aujourd'hui, ces Margaret et ces finalistes, cette mission maintenant désormais de présenter ce qu'elles peuvent faire. Les chiffres sont encore une fois pas au niveau où devraient être. Les jeunes filles ne vont pas finalement choisir ces carrières parce qu'elles considèrent, ou ces métiers de la tech, du numérique, parce qu'elles pensent que c'est plutôt des métiers qui sont faits pour les hommes. Oui. Et il faut changer cette vision-là. Il faut présenter ces jeunes filles. Et ça passe par l'école, Delphine ? Cela passe par l'école. C'est le rôle de l'école, justement, de sensibiliser les filles à cette filière. On le disait en introduction, 2,6% des filles optent pour la filière numérique et informatique à la fin de la classe de seconde. C'est famélique. Ah non, mais c'est absolument. Nous, c'est pour ça qu'on a présenté au gouvernement, en mars, à l'occasion du 8 mars, de la Journée internationale des droits des femmes,
une mesure importante au gouvernement qui est d'avoir des quotas dans les universités et dans les écoles pour que ces jeunes filles choisissent ces filières-là. Ensuite, l'autre chose importante qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'être bon en maths pour travailler dans le numérique. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel. L'important, c'est la créativité. Et tout le monde peut travailler dans ces métiers-là. Donc c'est ça le message important. Il faut avoir des idées, il faut être créatif et pas forcément être fort en thème. Absolument, absolument. Et des exemples comme ça, on en a beaucoup. Je parle souvent de Jasmine Antéus qui a fait les beaux-arts après avoir créé une start-up sur l'intelligence artificielle. Et c'est elle, Recast AI, qui a créé tous les chatbots avec qui vous travaillez aujourd'hui sans le savoir. Donc, tous ces métiers-là peuvent aujourd'hui, on n'est pas obligé de passer par la filière mathématique ou filière scientifique. En revanche, bien sûr, il y a un manque cruel de femmes dans ces filières-là, et c'est pour ça que nous, on a demandé, et on a proposé au gouvernement qu'il y ait ce quota pour arriver à 50%. On est 50% de l'humanité. On se doit d'être représenté dans ces métiers qui représentent le futur. Et c'est par le plus jeune âge qu'il faut commencer. Sinon, après, ce gap, il s'accélère, il grandit et on n'arrive pas à rattraper ce niveau de ces 50%. C'est un livre qui a été publié, je le disais, par une toute jeune maison d'édition. On ne compte pas pour du beurre, qui a une raison d'être qui est de lutter contre les discriminations. On peut dire que ça a été créé par votre sœur. Oui, tout à fait. Dont on va donner le prénom. Elsa Kedadouche. Elsa Kedadouche. Et il y a quelques ouvrages qui sont sortis. C'est quoi alors le projet de On ne compte pas pour du beurre? Alors, On ne compte pas pour du beurre, c'est une maison d'édition qui a pour objectif de visibiliser toutes les familles, tous les enfants, sans forcément chercher à expliquer. Notamment, quand je parle de toutes les familles homoparentales. Ça a été le premier livre, ça, je crois. Voilà, c'est ça. Il y en a eu deux avec deux mamans. Il y a un livre avec deux mamans, un livre avec deux papas et une maman. Les familles aussi, les enfants. Il y a un livre qui traite d'un enfant trans. Une petite fille trans, un enfant qui est amoureux, une petite fille qui est amoureuse d'une autre petite fille. Voilà, c'est visibiliser un petit peu tous les enfants et toutes les familles. Voilà pour le Zap, Mika, c'est la fin. C'est la fin, mais on revient demain. Mais évidemment. SchoolTV.com, de Canal 247 sur les Freebox. Merci à toute l'équipe de School TV, Maguessel, Agathe Delannoy, Thaïs Ayad et toutes les autres qui ont fait de cette émission un succès, bien entendu. À demain. Ciao.